Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir ici Gabriel Martinez-Gros. Il nous avait présenté il y a 2 ans sa brève histoire des empires. On avait eu un débat sur ce sujet. Gabriel Martinez-Gros est inspiré notamment par la pensée d'Ibn Khaldoun. Et encore, dans ce livre qui est petit par le format, mais très riche quant à la réflexion, c'est encore la pensée d'Ibn Khaldoun qui est à l'œuvre pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ce qu'on appelle djihad. Donc, chers amis, je vais vous laisser la parole. Vous allez présenter ce livre et ensuite, si vous le voulez bien, on engagera le débat. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, je suis moi aussi très très content d'être de nouveau ici. Si vous voulez, mais off the record, on parlera des conditions un peu particulières de naissance de ce livre qui est une commande. Mais le point sur lequel je voudrais commencer, c'est le titre, bien sûr, c'est la fascination du djihad. C'est toujours très difficile de trouver un titre. Je suis assez mauvais, il faut bien dire, pour trouver les titres. Et la plupart du temps, de toute façon, les éditeurs se réservent les titres, de plus en plus. Et ce que je voulais dire, je ne sais pas si c'est sensible, soit dans le titre, soit dans la 4e de couverture, c'est qu'en fait, l'un des objets, peut-être un des plus scandaleux, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le titre ne le dit pas aussi ouvertement, du livre, c'est le retournement de la fascination. C'est-à-dire que l'idée, c'est que depuis 2 siècles à peu près, il faut bien le dire, depuis le début de la modernité qui correspond à la Révolution française, à l'expédition d'Égypte ou à la prise de l'Inde par les Anglais, enfin la victoire de Wellesley, du futur duc de Wellington, et de quelques autres sur le sultan du Mysore. Depuis 2 siècles, l'Occident exerce à la fois sa domination politique et une forme de domination et de fascination idéologique sur le monde, et que le phénomène djihadiste que vous connaissez tous, dont la presse a considérablement parlé, offre l'un des premiers exemples d'une sorte de contre-fascination, c'est-à-dire de gens qui sont nés en Occident, même s'ils sont effectivement le plus souvent, dans 90% des cas, nés de parents musulmans, et qui retrouvent une forme de fascination pour ce qui n'est pas l'Occident, justement, c'est-à-dire pour ce califat du désert, le califat de Raqqa, vers lequel ils se sont dirigés. C'est un tout petit filet d'hommes, une dizaine de milliers peut-être pour toute l'Europe. C'est peu, alors davantage venant du monde islamique lui-même, et ça n'est pas comparable aux centaines de milliers, aux millions, au singulier, qui se sont précipités dans l'autre sens depuis la Syrie vers l'Europe, comme vous le savez, ce qu'on appelle les réfugiés ou les... Mais qualitativement non plus, ce ne sont pas les mêmes gens, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des gens qui partent se battre, il faut dire les choses très clairement, même s'ils sont déçus à l'arrivée, et de l'autre côté vous avez des gens qui viennent acheter dans les supermarchés, c'est-à-dire qui viennent vivre une existence pacifique de ce que j'appelle moi sédentaire, et donc il est temps de passer... Voilà l'idée, c'est-à-dire l'idée fondamentale, c'est est-ce que les 2 derniers siècles ne sont pas une parenthèse dans l'histoire du monde, c'est ça l'idée dérangeante. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre, non pas seulement notre puissance militaire, parce que ça, on la conserve encore finalement, grosso modo, mais notre magistère historique, plus que moral, c'est pas une question de morale, c'est l'idée que nous sommes ceux qui menons l'humanité dans les voies bonne ou mauvaise, qu'elle a empruntée depuis 2 siècles. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée un peu dérangeante que le titre ne porte qu'à moitié, en réalité. Voilà. Donc il faut revenir, ce serait finalement la conclusion, il faut revenir à la manière dont j'arrive à cette conclusion.
et revenir à Ibn Khaldoun. Je m'excuse pour ceux qui étaient déjà là il y a 2 ans et qui ont retenu le raisonnement, que j'essaye de faire aussi bref que possible. Voilà, effectivement, depuis 15 ans, je pense à partir d'Ibn Khaldoun à peu près tout ce que je pense, comme si j'étais un peu sa résurrection. Certains m'en font galéjade, me brocardent à ce propos, mais voilà, Ibn Khaldoun, dans son œuvre, qui est un homme du XIVe siècle, il meurt en 1406 au Caire, en mars 1406 au Caire, analyse fondamentalement le fonctionnement de l'État. C'est un philosophe de l'État, lui dit de tout État policé, nous qui sommes mieux renseignés sur la profondeur des temps, dirions de l'Empire, d'où la brève histoire des empires que j'ai publiée il y a 2 ans, c'est-à-dire de l'Empire tel qu'il naît probablement sous les Perses achéménides, c'est probablement le premier empire incontestable au monde au VIe siècle avant notre ère, et tel que l'illustre Rome, la Chine, l'islam abbasside médiéval, l'empire moghol des Indes, l'empire musulman moghol des Indes entre XVIe et XVIIIe siècle, ou d'ailleurs dans déjà une moindre mesure l'empire ottoman au XVIIIe siècle. La raison d'être de l'Empire, dit Ibn Khaldoun, la raison d'être de l'État, lui dit de l'État, c'est de créer de la richesse. C'est ce qui est étonnant chez un philosophe du XIVe siècle, c'est que la base de toute cette théorie politique, c'est essentiellement une théorie politique, bien entendu, est économique. Le but de l'Empire est de créer de la richesse dans une société agraire dont les progrès économiques sont à peu près nuls ou imperceptibles, sauf exception, on pourra, si vous voulez, discuter des exceptions, si vous en connaissez, il y en a. Il faut donc mobiliser la richesse, puisque la richesse ne se crée pas spontanément, la société ne crée pas spontanément de richesse, il faut mobiliser la richesse artificiellement et par coercition, il faut bien le dire, c'est-à-dire par l'impôt. Le but, la base de la civilisation pour Ibn Khaldoun et la base de l'État, c'est l'impôt qui permet une concentration de ressources et une concentration d'hommes qui suivent les ressources, qu'on appelle la ville, et qui ouvre la voie, dans la ville ouvre la voie à la division du travail, à la diversification des métiers, et par là, il n'a pas le mot, mais le mot diversification des métiers suffit, plus exactement l'énumération de la diversification des métiers qu'il fait dans son œuvre fondamentale le dit. Par là, donc, la ville ouvre la voie au seul gain rapide de productivité possible, concevable, dans une telle société agraire économiquement stagnante ou presque. Enfin, les gains de productivité urbains, qui sont nés dans un premier temps de l'exaction de l'impôt, c'est-à-dire que certains payent et d'autres reçoivent, bien entendu, au détriment en général des paysanneries nourricières, ces gains de productivité finissent, dit-il, par profiter à tous, parce que la nécessité de nourrir la ville et de payer l'impôt stimule le travail paysan, stimule la production rurale, favorise là aussi des gains de productivité, et donc le progrès des rendements et l'abaissement des coûts. Il remarque par exemple que c'est dans les banlieues, dans les territoires, dans les terroirs urbains les plus densément peuplés que les prix des produits agricoles sont les plus bas, ce qui est étrange, parce qu'on devrait assister au contraire, puisqu'il y a beaucoup de monde, on devrait avoir des produits agricoles d'un prix élevé. Non, c'est le contraire, parce que les rendements sont très supérieurs à ce qu'ils sont dans des solitudes moins raffinées et de productivité plus faible. Donc voilà, la prospérité est une spirale ascendante. C'est une spirale ascendante. Et une spirale qui est née de l'impôt, c'est-à-dire de l'existence de l'État, dont l'accumulation de la richesse est l'accumulation des hommes. C'est la première accumulation de la richesse dans une société agraire d'autrefois, l'accumulation des hommes, et le seul but. La richesse et la prospérité sont le seul but de l'État, et donc la tâche fondamentale de l'État, ce n'est absolument pas la guerre. Absolument pas. Car toutes les manifestations de la force, toutes les manifestations de la guerre coûtent cher, et toutes les manifestations de la guerre entravent la libre et la tranquille levée et collecte de l'impôt, le prélèvement fiscal. Donc l'Empire
hein, cette forme d'État que décrit Ibn Khaldoun. L'Empire est pacifique par définition, ou mieux, et plus généralement, il est pacifiant. Hein. C'est là que nous commençons à nous retrouver, hein, dans cette pacification. Il désarme ses sujets par nécessité d'abord. Des peuples armés et solidaires, dit Ibn Khaldoun, se refuseraient à payer l'impôt, qui est une exaction humiliante, qui est perçue comme une exaction humiliante, comme une humiliation, et la spirale de la prospérité s'en trouverait immédiatement enrayée si les peuples refusaient de payer l'impôt. Mais surtout, dans tous les sens du terme, l'Empire civilise ces populations en leur interdisant la violence, en fait, en leur retirant la violence et en brisant leur solidarité, bien entendu, mais en leur offrant en échange toutes les protections auxquelles ces solidarités sont attachées, hein, bien sûr, auxquelles servent ces solidarités, c'est-à-dire toutes les protections militaires, toutes les protections judiciaires, toutes les protections policières, toutes les protections sociales, même dans la mesure où il y a en effet, même dans les États du Moyen-Âge, les plus policés, des formes d'assistance sociale en cas de famine, par exemple, ou face au veuvage, ou face à l'orphelinat, etc. Donc l'État assure tout ce que, dans un système naturel, la tribu assure au prix de la violence ou du maintien d'une forme de violence et de solidarité. L'État prive ces sujets de la violence et de la solidarité, mais leur offre en échange toutes les protections sociales. Donc privés ou exemptés, comme on voudra, de la violence, selon le point de vue qu'on adopte, les sujets de l'Empire sont exclusivement assignés aux fonctions de production, économique ou intellectuelle d'ailleurs, hein, qu'ils assurent d'autant mieux qu'ils se spécialisent dans ces fonctions, fonctions de production. En les séparant de la violence, l'Empire opère la première de ces divisions du travail, sur lesquelles se fonde la spirale de la prospérité. Hein. C'est la multiplication des métiers qui crée la division du travail et qui crée donc les sociétés civilisées. Hein. La première des divisions du travail, c'est la séparation, la distinction de ceux qui sont en charge de la production, l'immense majorité, 99% de la population, que Ibn Khaldoun nomme sédentaire, et ceux qui sont en charge de la violence, que Ibn Khaldoun nomme bédouins, terme qui n'a donc rien à voir avec nomade. Hein. Les bédouins, ce sont ceux qui sont en général recrutés dans les tribus des alentours, des confins de l'Empire, et qui assurent dans l'Empire les fonctions de violence. Hein, voilà. Et en effet, cette division du travail, cette éradication de la violence suppose que d'autres se voient assigner les fonctions de violence dont l'Empire a besoin, un peu au moins, d'abord pour intimider son troupeau producteur qui doit payer l'impôt. Hein, il faut quand même de temps en temps en tuer quelques-uns, parce que vous savez comment sont les gens, ils veulent jamais payer l'impôt. Donc il faut de temps en temps, il faut en tuer quelques-uns. Non, je ne rigole pas. Hein, je veux dire que un officier de très haut rang, ouzbek, qui était au service de l'Empire moghol des Indes, qui avait gouverné des provinces entières, et qui au terme de 30 ans de sa vie était devenu soufi, était entré en religion, en pleine religion, estimait que dans les 30 ans de sa vie, il avait dû tuer environ 200 000 paysans révoltés et en réduire à l'esclavage leur famille, c'est-à-dire environ 500 000 personnes. Hein, donc il faut quand même en tuer de temps en temps, mais vous êtes en Inde, hein, il y a 100 millions. Hein, bon, c'est pas tragique. Hein, il faut en tuer quelques-uns. Il faut en tuer quelques-uns, sinon les autres ne payent pas. Hein, il faut faire des exemples de temps à autre. Donc il faut intimider le troupeau producteur, mais surtout il faut protéger ce troupeau que l'Empire maintient désarmé. Donc il faut protéger ce troupeau contre les prédateurs extérieurs. Donc la situation impériale repose sur un paradoxe, une société que l'Empire crée justement riche, nombreuse, désolidarisée et désarmée, au milieu d'une faune de tribus que l'Empire ne contrôle pas, hein, ce sont les territoires que l'Empire ne contrôle pas, et où le mécanisme, la spirale de la prospérité ne se fait pas, et donc qui présente des populations très clairsemées, certes peu nombreuses, mais solidaires, belliqueuses, pour le dire dans la métaphore que un des commentateurs d'Ibn Khaldoun, Ernest Gellner,
tchéco-américain disait, hein, l'Empire, c'est des moutons, c'est un troupeau de moutons qui est environné par les loups des forêts environnantes. Hein, voilà. Et normalement, ça ne tient pas, évidemment. Comment voulez-vous que les loups ne sautent pas sur les moutons pour les dévorer, hein? L'Empire l'État crée des conditions impossibles. A priori, conditions impossibles, dont il se tire en recrutant quelques loups pour en faire des chiens-loups, c'est-à-dire des chiens de garde. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, pour l'Empire, recruter des loups des confins, si vous voulez, hein, pour protéger son troupeau. Hein, il n'y a pas d'autre manière de le faire. Hein. Et c'est ce mécanisme à proprement parler qui est impérial, qui définit l'Empire. Ah, ce mécanisme, il est visible en Chine, ah, c'est ce que je disais il y a 2 ans, donc je vois, il est visible en Chine dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Plus tard dans l'Empire romain, mais en Chine très tôt, plus tôt. Hein. Donc à terme rapide, évidemment, le pouvoir revient à ceux qui ont la charge des fonctions de violence dans l'Empire, parce qu'ils ont les armes, soit qu'ils conquièrent ce pouvoir par l'invasion, soit qu'ils en héritent en assurant tout simplement la défense, en assurant les fonctions armées qui leur ont été confiées. Hein. Les barbares des dernières générations de l'Empire romain sont dans les deux rôles. Hein. Ils sont à la fois des envahisseurs et des gens à qui on a confié les fonctions militaires de Rome. Hein, voilà. Hein, l'armée s'est totalement barbarisée. Il y a un moment où, au lieu de devenir un mécanisme de romanisation, comme dans les premiers siècles les derniers siècles de la République, les premiers siècles de l'Empire, l'armée bascule et devient un processus de germanisation, hein, puisque les Germains sont tellement nombreux que tous ceux qui entrent dans l'armée deviennent germains. Hein, voilà. Et donc l'armée se germanise à partir du... Bon, d'abord, elle se balkanise, elle s'illyrise au IIIe siècle, puis, à partir du IVe, elle se germanise. Donc, Ibn Khaldoun peut en conclure que le pouvoir ne peut appartenir dans l'Empire qu'aux Bédouins, c'est-à-dire à des groupes ethniques réduits en charge des fonctions de guerre et radicalement étrangers à la masse de la population sédentaire, de la masse de la population productive. Une dizaine de milliers de Mamelouks d'origine turque suffit pendant 2 siècles et demi, ils ont été renouvelés bien sûr de génération en génération, suffit pendant 2 siècles et demi, entre 1250 et 1517, pour contrôler entre 7 et 10 millions de sujets égyptiens. Vous voyez, le rapport de population, c'est à peu près 1 pour 1000, vous avez à peu près le même. Dans l'Empire moghol, on estime que l'armée, ce qui est l'essentiel de l'appareil d'État moghol au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, c'est à peu près 200 000 hommes, pour une Inde d'à peu près 220 millions d'habitants. Et c'est à peu près les mêmes proportions qui sont remarquablement britanniques. Hein. Au moment de la révolte des Sipahs, vous avez 240 000 hommes dans l'armée britannique, enfin... l'armée des Sipahs, c'est-à-dire des auxiliaires indiens locaux britanniques de la colonisation, pour une population qui est de l'ordre de 140, 150 millions d'habitants dans l'Inde britannique de 1850. Hein, voilà. Donc voilà, il est juste essentiel de comprendre que les tribus, parce que souvent la confusion est faite, en charge de la violence dans l'Empire, ne sont pas ces groupements de quelques dizaines d'individus dont Lévi-Strauss a fait la description et l'étude qu'il privilégiait, hein, c'est-à-dire des tribus qu'il a traquées au fond des jungles, au plus loin de la ville, au plus loin de l'État, dont ils ignoraient jusqu'à l'existence, les Nambikvara ou les Bororo. Les Nambikvara étaient 25, hein, et les Bororo 80. Hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, du tout. Il ne faut pas se laisser prendre par le mot de tribu ou par les jeux des anthropologues à ce propos. Les tribus dont il s'agit ici, les tribus qui assurent la violence dans l'Empire, d'abord sont des centaines ou des milliers, présentent des centaines ou des milliers de combattants et de guerriers, et surtout la violence est leur raison d'être. Et ils sont violents à la mesure de l'absence de violence des sédentaires. Hein. C'est un phénomène à somme nulle, c'est une compensation. Hein. Pour qu'il y ait des non-violents, il faut qu'il y ait des violents. Ou si vous préférez, les violents ne sont là que pour compenser l'absence de violence des non-violents. Hein, voilà. Ces tribus sont violentes à la mesure de la privation de violence des majorités.
qu'elles protègent, qu'elles gardent, qu'elles intimident, comme vous voulez. Il est bien vrai, comme l'ont déploré tant de moralistes, que les premiers États civilisés ont porté avec eux la violence, mais cette violence tribale, accumulée aux confins, n'est faite que pour délivrer la grande majorité, nous, si vous préférez, qui sommes au centre de l'Empire, se permettre à la grande majorité de vivre en paix, de vivre désarmé sous la férule de l'Empire. Si l'Empire aiguise la violence à ses marges, s'il recrute dans des tribus particulièrement violentes, même s'il fabrique ces tribus particulièrement violentes, car c'est l'Empire chinois qui a créé le peuple des Turcs, c'est-à-dire la violence turque, ce que l'islam définira à partir du 8e, 9e siècle comme le peuple par excellence de la violence et de la guerre des Turcs, et qui l'utilisera à son tour. Cette création du peuple des Turcs, c'est une création de l'Empire chinois. Ça n'a rien de spontané. C'est le désarmement de l'Empire chinois, c'est le désarmement des Chinois qui a créé la violence turque. Voilà. L'Occident fait historiquement exception à la pratique impériale, je l'avais dit dans la brève histoire des empires. L'effondrement de l'Empire romain dans ces régions occidentales au 5e, 6e siècle ruine l'État dans sa fonction essentielle d'impôt, de collecteur d'impôts, pour 800 ou 900 ans. Rien que ça. C'est-à-dire que le prélèvement seigneurial, donc la dispersion du prélèvement, devient la règle, entre le 9e et le 14e siècle en particulier, et cette dispersion de la ponction fiscale, d'ailleurs faible, ponction fiscale si on la compare à celle des empires méditerranéens, interdit la mobilisation de la richesse par l'impôt, comme le veut le système d'Ibn Khaldoun. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et donc les conséquences de l'effondrement de l'Empire romain, tel qu'on les conçoit au Haut Moyen-Âge, entre 6e et 10e siècle, n'auraient pas surpris Ibn Khaldoun. Un recul profond des villes, donc des matrices de l'accumulation du capital, donc pas d'accumulation du capital, des élites rurales, des monastères, des châteaux, ce qui est une aberration absolue dans l'histoire. Les élites sont généralement urbaines, qu'il s'agisse du monde islamique, qu'il s'agisse de l'Empire romain, bien sûr, du monde hellénistique, qu'il s'agisse de la Chine. Les élites, sauf nos élites médiévales, sont des élites urbaines. Nous sommes la seule civilisation à avoir inventé la campagne, avec des élites rurales. C'est extraordinaire. Je vois. Et s'il avait dû donner son avis d'expert, Ibn Khaldoun aurait conclu que l'Occident était à jamais condamné à une existence bédouine, sans éclat, sans ville, etc. Au mieux appelé au rôle de pourvoyeur de violence pour des civilisations urbaines ou urbanisées, méditerranéennes, en particulier l'Empire byzantin ou l'islam. Et il se serait complètement trompé. Et il est important de signaler les endroits rares où Ibn Khaldoun se trompe complètement, parce que ça nous permet d'échapper en partie, peut-être, un jour, à son système de cauchemar. Parce que pour nous, c'est un système de cauchemar. Il ne faut pas s'y tromper. Il se serait complètement fourvoyé, puisque entre le 10e et le 13e siècle, en effet, la population de l'Occident double au moins, triple peut-être. C'est une croissance considérable. Des villes croissent, des capitaux se concentrent, sans que l'impôt d'État en soit la source. Sans que, par conséquent, la société ait été désarmée et soumise à l'impôt d'État. Et donc, l'Occident crée aussi un système politique tout à fait particulier, qui n'a rien à voir avec l'Empire, même si ça s'appelle Empire à cause de vieux souvenirs romains, mais ça n'a strictement rien à voir, c'est-à-dire une royauté arbitrale, quelque chose de sacré, et avec très peu de pouvoir. Voilà, c'est la royauté médiévale, c'est à peu près ça, c'est totalement sacré, à la différence de l'empereur chinois, qu'on peut zigouiller à tout moment, je veux dire, il n'y a aucun problème. Alors, chez les empereurs islamiques, je n'en parle pas, on les zigouille généralement. C'est-à-dire que ce qui est sacré, c'est l'État, mais absolument pas l'empereur. Absolument pas. L'empereur, comme l'empereur romain, il saute, si j'ose dire, et on le trucide à grandes occurrences, très souvent.
Tandis qu'au contraire, la royauté médiévale est à la fois sacrée, mais le caractère sacré se paye par la très grande faiblesse de l'autorité, en réalité, de ce roi. C'est une espèce de royauté africaine. Hein, la royauté occidentale, je cite toujours, même si je m'éloigne un petit peu, je cite toujours l'exemple de ce pauvre Louis XIV. Alors là, nous sommes pourtant au XVIIe siècle, à une époque où l'impôt a été institué, etc. Bon, on est proche des conditions chaldouniennes, mais il y a un tel passé dans l'histoire de l'Occident que ce pauvre Louis XIV essaye d'obtenir la mort de Nicolas Fouquet, comme vous savez, il passe 3 ans et il ne l'obtient pas. Et il ne l'obtient pas. Je veux dire, le plus grand roi d'Europe n'est pas capable d'obtenir la condamnation à mort d'un de ses sujets, parce qu'il y a un imbécile au Parlement de Paris, parce que Fouquet est procureur au Parlement de Paris, donc il a le droit d'être jugé par le Parlement de Paris, et il y a un imbécile, un dénommé d'Ormesson d'ailleurs, au Parlement de Paris, procureur qui est parmi les juges, et qui dit non. Ah ben non. Je ne le condamne pas à mort, et comme il faut l'unanimité en plus du tribunal pour le condamner à mort, il n'est pas condamné à mort. Enfin, je veux dire, il faut 3 minutes à un empereur de Chine, de l'Empire ottoman, etc. Il faut 3 minutes pour exécuter un de ses serviteurs. Il ne faut pas 3 ans, il faut 3 minutes. Donc, alors c'est ce que le XVIIIe siècle appellera le despotisme oriental, mais en fait il n'est pas oriental. Il est impérial. L'empereur romain avait, à partir du 2e, 3e siècle, les mêmes pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir de vie et de mort sur n'importe quel sujet de l'Empire. C'est pour ça qu'il s'appelait imperator. Imperator parce que imperator ça veut dire commandant en chef. Hein. C'est-à-dire que tout se passe comme si les conditions de la guerre qui donnaient au commandant en chef le droit d'exécuter n'importe lequel des soldats pour trahison, pour désertion, avaient été constamment transférées à l'empereur. Donc c'est l'imperium que l'empereur retient, et d'où le nom d'imperator qui est resté aux empereurs romains, alors que, comme vous le savez, au départ ce n'est pas le titre qu'il porte, il n'en porte d'ailleurs aucun de particulier. Donc voilà. Entre 14e et 18e, la société occidentale commence à prendre des traits chaldouniens, mais je passe plus vite. Mais tout cela est liquidé par la révolution industrielle. La révolution industrielle rend totalement caduque la théorie d'Ibn Khaldoun, parce que pour la première fois depuis pratiquement les origines de l'humanité, enfin les origines des sociétés agraires, en tout cas les origines de l'histoire, une société crée naturellement de la richesse, sans qu'il soit besoin de faire appel à la fiscalité. Faire appel à la fiscalité quand même, bien sûr, mais sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la fiscalité, et donc au désarmement des populations. Au désarmement radical et absolu des populations pour créer de la richesse. Parce que la richesse, elle est désormais créée par la croissance, par la science, par la technique, par la croissance de la population, etc. Je vous rappelle tout de même les chiffres, entre 1800 et 2050, la population aura été multipliée par 10 dans le monde, et la richesse par 50 ou par 100, on ne sait pas très bien, parce qu'on ne sait pas très bien l'évaluer aux alentours de 1800, mais c'est gigantesque, beaucoup plus que depuis 5000 ans, beaucoup plus que depuis les origines de l'histoire. Il s'est passé là quelque chose d'inouï, dont on n'a jamais eu aucun équivalent, et donc la théorie tombe. Parce que ce qui faisait la théorie, sans même que Ibn Khaldoun s'en doute, parce que pour lui ce sont des choses évidentes, c'est nous qui pouvons voir la théorie. La théorie repose sur le fait qu'on ne peut pas créer de la richesse s'il n'y a pas un impôt, et que l'impôt suppose le désarmement des populations. Et donc le premier acte politique concomitant de la révolution industrielle, c'est l'armement des peuples. La Révolution française, la Révolution américaine arment les peuples. Comme vous le savez, le 2e amendement de la Constitution des États-Unis prévoit que les Américains sont armés, ont le droit de s'armer. Ce qui, Ibn Khaldoun vous l'annoncerait, est la fin des haricots. Je veux dire, c'est la fin des fins, évidemment. Vous aurez répondu, mais vous allez pouvoir lever l'impôt. S'ils sont armés, non mais c'est fini. Ils vont accueillir les collecteurs d'impôts à coups de fusil.
non pas tout à fait, mais enfin pour d'autres raisons, parce que précisément il y a des créations de richesses ailleurs et que chacun au total bénéficie de ces créations de richesses. Cela dit, la question est de savoir si ces 2 siècles que nous venons de vivre ne sont pas une parenthèse, si les conditions de la violence rendues à tous par les régimes démocratiques, ou les régimes de masse si vous préférez, sont encore de quelque actualité. Voilà. Ou si nous sommes en train de retrouver des conditions impériales. C'est évidemment l'objet de ce petit livre. Alors, d'abord, l'empire dont il s'agirait, c'est pas l'empire de tel ou tel ou tel pays, ça ne peut être désormais que le monde dans sa globalité, à mon avis. Et il est vrai qu'on retrouve dans ce monde d'aujourd'hui un des traits majeurs de l'empire, le trait majeur peut-être, qui est la pacification. Le goût et le sens de la paix, la sédentarisation, comme dit Ibn Khaldoun, c'est-à-dire la transformation en sédentaire des immenses majorités de la population mondiale. Le phénomène majeur des 10 dernières années, c'est ce que j'appelle la poussée de la triade fondamentale de la civilisation, à savoir l'urbanisation. Nous sommes désormais une majorité de la population mondiale, je dis bien, qui vivons dans des villes. La scolarisation, plus de 75% des enfants du monde sont scolarisés aujourd'hui, et la baisse de la fécondité des couples, puisque entre 1950 et 2010, on est passé de 5,4 enfants par famille dans le monde, j'entends, à aujourd'hui 2,5 enfants, enfin 2010, 2,5 sans doute un peu moins aujourd'hui, et 5,4 c'était à peine inférieur à ce que c'était, semble-t-il, il y a 3000 ans, pour autant qu'on puisse le savoir évidemment il y a 3000 ans, en particulier parce qu'il y a 3000 ans la fécondité était limitée par la mortalité très précoce des femmes. Une femme ça vit jusqu'à 35 ans en moyenne dans le premier millénaire, dans la Méditerranée du premier millénaire avant notre ère, la Méditerranée grecque ou romaine, si vous voulez. Donc toutes les régions du monde sont engagées dans ces mêmes évolutions, mais ces avancées de la civilisation indéniables, ces progrès indéniables, laissent subsister des poches de résistance qui cultivent une violence d'autant plus radicale qu'elle est tout simplement plus efficace. Et c'est là que cela devient scandaleux, face à des populations majoritaires de plus en plus désarmées, matériellement et psychologiquement par leur sédentarisation, c'est-à-dire par l'autorité croissante qu'exercent les États sur les grandes majorités. En un mot, notre monde moderne est en train de recréer des tribus pillardes à nos confins, dans tous les confins de presque toutes les villes du monde, au Caire, comme à Rio, comme à Paris, comme à Londres, comme à pas encore à Pékin, mais comme à ou pas du tout à Pékin peut-être, mais comme à déjà un peu à Bombay, oui bien sûr, et surtout comme à Kinshasa, comme à Abidjan, comme à Johannesburg, etc. Tout simplement parce qu'il existe un monde à piller. Il y a des tribus pillardes parce qu'il y a un monde à piller. Tout bêtement, un monde sédentaire au sens d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire un monde éduqué, de plus en plus ouvert, de plus en plus attaché à produire et à échanger, beaucoup plus qu'à se défendre, tout simplement. C'est donc la non-violence et le désarmement des majorités, des immenses majorités, très à proprement parler impériaux, qui expliquent l'extrême violence des minorités en marge, au Proche-Orient, comme en Amérique latine, ou dans les parties les plus avancées de l'Afrique. Et c'est une évolution d'autant plus inexorable pour l'instant, en tout cas, qu'elle est en partie souhaitable. Ça n'est que le revers des progrès. Plus vous progressez, et plus ça va mal. C'est-à-dire que, prenons cet exemple, parce que c'est le continent où les idéologies à la fois de gauche et catholique, un mélange absolument explosif, comme vous le savez, ont été les plus prégnantes, c'est l'Amérique latine. Il se passe un phénomène qu'on évoque à peine, mais enfin, il y a tout de même des articles qui le disent désormais très 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 ouvertement. Voilà, depuis une vingtaine d'années, les progrès de l'économie de l'Amérique latine, malgré la crise depuis 2008, ont été spectaculaires. La redistribution a été spectaculaire à cause même des gouvernements de gauche qui
ont été plus ou moins efficaces économiquement, on ne va pas y rentrer dans ces problèmes, mais qui ont beaucoup redistribué, peut-être trop d'ailleurs, enfin, peu importe, mais la redistribution a été effective, hein, et donc la pauvreté a considérablement reculé en Amérique latine, ainsi d'ailleurs que les taux de fécondité, on est à 2,05 pour la totalité de l'Amérique latine et de la Caraïbe, la France est 1,99. C'est-à-dire que pratiquement c'est la même chose. Hein. L'Amérique latine n'est plus un continent de forte fécondité, contrairement à ce qu'on croit. Donc, normalement, ce recul aurait dû amener un recul de la violence du banditisme, de la mortalité, etc. C'est juste absolument le contraire. C'est-à-dire que depuis 15 ans, et pas seulement au Venezuela, même si là c'est complètement... il y a des conditions particulières, mais il y a une véritable explosion de la violence. Cette année au Mexique, on est au mois de décembre, il est vrai, l'année est presque terminée, mais on est à 24 000 meurtres pour 120 millions d'habitants, hein, bien sûr. Hein. Mais enfin, on est à effectivement un peu plus d'une vingtaine, 20 pour 100 000. Hein, c'est-à-dire 10 fois le taux de mortalité par arme à feu de la France. Hein. Au Venezuela, on est à 60 pour 100 000. C'est-à-dire que, officiellement, hein, c'est-à-dire 30 fois le taux de mortalité de la France, 12 fois le taux de mortalité des États-Unis, qui sont supposés être violents. Et alors les Venezuela, c'est autre chose. Hein. Et à Caracas, on est à 120 pour 100 000. C'est-à-dire que un caraqueño sur 5, 6 meurt par arme à feu. En France, c'est un Français sur 500 hein, qui meurt par arme à feu. C'est quand même, j'ai plus de chances de mourir dans un accident de la route ou surtout d'une crise cardiaque que de mourir par arme à feu. Donc, si vous allez au Venezuela, vous avez beaucoup plus, vous augmentez considérablement vos chances de mourir de manière plus originale, finalement. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, si ça vous tente, voilà. Mais il y a beaucoup de gens que ça ne tente pas. Il y a une véritable émigration de la sécurité vers les États-Unis en particulier, hein, venant du Mexique, du Venezuela, etc. Hein, c'est la sécurité, ce dont on parle très peu souvent. On parle de l'économie qui ne va pas très fort, etc. En fait, la sécurité est devenue, par exemple à Puerto Rico, dont les citoyens peuvent débarquer directement aux États-Unis avec... ils sont directement citoyens américains, c'est l'insécurité depuis 15 ans qui est probablement le premier facteur de départ. Hein. Bon, voilà, en ce sens, donc, le schéma impérial est déjà présent, les conquis sont déjà en place, et ils n'attendent plus que les conquérants venus des confins. Alors, les conquérants, les tribus existent déjà, conquérants, pas encore. Hein, il n'y a pas encore, même en Amérique latine, de cartel du trafic de drogue qui ait pris le pouvoir dans un pays d'Amérique latine. Hein. Pour l'instant. Mais voilà, à ce contraste universel de l'armée et du désarmé, du contribuable individualiste et pacifié d'une part, et des marges à la fois plus solidaires entre elles et plus belliqueuses d'autre part, s'ajoute, dans le cas du djihadisme, l'avantage d'un discours cohérent dont ne disposent pas la plupart des autres groupes violents. C'est ça la grande différence entre le djihadisme et les autres, entre un cartel latino-américain et le djihadisme. Hein, c'est que le djihadisme offre un discours qui donne un sens à une violence qui s'étend depuis le Sénégal jusqu'au Xinjiang chinois. C'est peut-être la même violence que celle des banlieues latino-américaines, c'est même sans doute une violence moindre dans beaucoup de cas, mais elle prend un sens. Enfin, je veux dire que le chef du cartel de Sinaloa, dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, El Chapo Guzmán, avait pour immense ambition, lui qui gouverne une armée d'une vingtaine de milliers d'hommes, hein, qui gouvernait, il a été finalement arrêté, pour immense ambition de tourner un film avec Sean Penn à Hollywood. C'est quand même une ambition, ça, dans la vie. Hein. C'est pas vraiment l'ambition de Boubacar el-Baghdadi. Hein, on lui proposerait un film avec Sean Penn à Hollywood, je pense pas qu'il se précipiterait. Voilà, il y en a un qui a un sens. Et c'est pas vraiment El Chapo Guzmán. Hein, le Chapo Guzmán, il n'a aucun sens dans sa vie.
Il y avait, parce que Sean Penn n'était que je veux dire, une façon d'attirer une actrice d'ailleurs d'origine mexicaine, mais qui est aujourd'hui de nationalité américaine, et avec laquelle il voulait tourner le récit de sa vie, bien sûr, le chapeau Guzman. Voilà, donc c'est ça l'avantage du djihadisme, c'est la cohérence du discours, évidemment. Le fait que c'est du sérieux, comme aurait dit Carla, enfin le partenaire de Carla, c'est du sérieux. L'idéologie, c'est du sérieux. Les djihadistes sont forts de leur violence, et cette violence est leur preuve. Parce qu'ils jouissent effectivement, alors là, comme d'autres, comme le Chapo Guzman, ils jouissent de cette violence dont ils savent que les sédentaires, c'est-à-dire l'immense majorité des populations, sont privés. Bon, c'est clair, et il se moque en effet des bons sentiments du troupeau sédentaire. Ça, c'est hors de doute. Je crois que ce n'est pas les conseillers principaux d'éducation qui vont réussir à faire changer d'avis les djihadistes, c'est-à-dire les bons sentiments, ce que vous entendez sans arrêt à la radio ou à la télévision ou dans les salles de classe, ça ne peut pas marcher, parce que justement, c'est vraiment un choc de valeurs. Et là, vraiment, non pas seulement les djihadistes, mais d'une manière générale, c'est un choc de valeurs auprès de toutes les marges violentes du monde. C'est le premier mouvement à le faire aussi nettement, probablement depuis 2 siècles. Ça, je me suis permis d'assister dans ce livre. Le djihadisme a rompu avec la morale des masses. Il jouit de se revendiquer en élite de guerriers. En fait, j'ose le mot, depuis 2 siècles, comme l'avait bien vu Tocqueville avec un certain désespoir, le mouvement de l'économie a tendu à homogénéiser le champ social, à faire disparaître l'aristocratie. Eh bien, ces mouvements, en général, des marges, et en particulier le mouvement djihadiste, font rentrer dans le monde une forme d'aristocratie. Car c'est une forme d'aristocratie. Et ils se conçoivent ainsi. C'est pas les petits gars armants qui sont dans les banlieues etc., et qui sont si malheureux. Parce que les petits gars armants qui sont si malheureux, le moindre chauffeur, je veux dire, celui qui regarde si par hasard il n'y aurait pas un flic, il y en a de moins en moins, rassurez-vous, qui vient déranger le trafic de drogue, et il gagne 4 000 € par mois. Le moindre, à 15 ans. Le petit chef de bande qui redistribue dans un quartier, il gagne 9 000 € par mois. Vous savez qu'à Marseille, il y en avait un qui tenait un carnet avec ce qu'il donnait. Et donc, c'est pas leur sentiment dominant, c'est pas oui, on est des pauvres et il faudrait quand même qu'on nous construise un gymnase. C'est pas vraiment ça. Il y a longtemps que c'est plus ça. En tout cas, très très longtemps que c'est plus ça. Donc voilà. Non pas des quartiers pauvres, mais des dissidents. Je me souviens il y a déjà, je dirigeais une école doctorale, enfin une session doctorale, il y a quelques années à l'EHESS, et je me souviens d'une jeune doctorante brésilienne qui m'avait dit à quelle difficulté elle avait eu à imposer à ses professeurs l'idée que les favelas n'étaient pas, ou pas seulement, car elle était prudente, j'étais en thèse avec eux, n'étaient pas seulement des quartiers pauvres, que c'était des quartiers en dissidence, que c'était autre chose que de la pauvreté, ce qui aujourd'hui au Brésil est une évidence. Mais il y a 10 ans, c'était inaudible dans une enceinte universitaire. C'était des pauvres. Il suffisait d'améliorer socialement la situation et la violence disparaîtrait, c'est évident. Eh ben non, désolé, bon, voilà. Alors voilà, on voit ce qu'il y a de juste dans la thèse de l'islamisation de la violence des banlieues. Le djihadisme serait une islamisation de la violence des banlieues, oui, en partie. Mais une fois qu'on a dit que il y avait de la justesse dans cette thèse, il faut aussi en dénoncer, c'est là que je finirai, les soubassements erronés qui disqualifient cette thèse, parce que ce que cette thèse n'explique pas, c'est pourquoi la violence des banlieues a choisi justement l'islam pour se dire, en l'occurrence, a choisi le djihadisme pour se dire, et non pas par exemple le marxisme-léninisme, ou bien le tiers-mondisme, vers lequel d'ailleurs nos élites l'auraient plus volontiers guidé. Elles préféreraient que la violence des banlieues se dise sous la forme tiers-mondiste,
Et il y a un profond malaise dans nos élites intellectuelles à constater que effectivement ça ne se dit pas sous la forme tiers-mondiste, ça n'est pas la revendication du pauvre Mohammed contre eux. Non, c'est la revendication de Mohammed qui n'est pas pauvre, qui ne se définit pas comme pauvre, qui se définit comme musulman. Voilà, et même agressivement comme musulman. Et donc, ce choix de l'islam fait par des millions de militants dans le monde, il ne s'agit pas de l'Europe, c'est pas l'essentiel l'Europe. Ce choix n'est ni fortuit ni superficiel, et tout étudiant en sciences sociales sait qu'il est impossible d'analyser un phénomène historique hors des mots dans lesquels il se donne, et les mots dans lesquels se donne ce phénomène djihadiste, ce sont les mots de l'islam. Et donc, on n'imagine pas d'analyser le nazisme comme on prétend aujourd'hui, certains prétendent aujourd'hui analyser le djihadisme, c'est-à-dire, oui, il y a une base sociale qui est difficile, c'est les banlieues qui sont difficiles, et puis là-dessus ils ajoutent, parce qu'il leur faut bien quelques mots pour donner du sens à leur violence, ils badigeonnent légèrement avec un peu d'islam, histoire de faire sérieux, mais en réalité, vous ôtez très facilement le badigeon et vous retrouvez des problèmes sociaux. Oui, sauf qu'on aurait pu dire absolument la même chose pour le nazisme. Vous enlevez juste un petit peu le badigeon et vous retrouvez en dessous des problèmes sociaux. Les nazis aussi, c'était des ouvriers malchanceux, des petits commerçants frappés par la crise et des intellectuels au chômage et des ratés du système capitaliste. Sauf qu'au total et à la fin du bout du banc, ça a donné le nazisme. C'est-à-dire un phénomène absolument gigantesque, l'extermination des Juifs, 50 millions de morts, etc. C'est parti exactement de la même façon, comme un malaise de banlieue. Oui, un malaise de banlieue, de petites villes industrielles ruinées, Zwickau, dans la Saxe, les premières villes qui ont voté nazi, c'est des petites villes industrielles, ruinées fondamentalement par la crise des années 20 d'abord, puis de la crise de 1929. Mais à vrai dire, vous qui êtes avertis, vous aurez reconnu dans cette dichotomie entre la base sociale qu'on veut bien reconnaître, ils ont des problèmes, mais des problèmes sociaux, et le refus de la prise en compte du discours islamiste, vous aurez reconnu le bon vieux système marxiste, le tough marxiste de la superstructure et de l'infrastructure. Ils disent qu'ils sont les soldats de l'islam, mais c'est parce qu'ils sont idiots ou parce qu'ils sont malheureux. Mais nous qui avons fait les écoles normales supérieures, nous allons vous dire ce qu'ils ont vraiment dans la tête et que eux ne savent pas, parce que eux ils ne savent pas ce qu'ils ont dans la tête, mais nous savons. C'est évident, et la démarche est évidemment complètement inacceptable, ça va de soi, sauf que c'est pas seulement une marque du mépris du clerc, du professeur, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, pour l'inculture des banlieues. On n'a pas le droit de leur dire en face, mais on a le droit de le dire, de l'écrire dans des bouquins. Donc voilà, vous êtes des nuls, en gros. Vous êtes des nuls, vous croyez, je vous répète sans arrêt, ils savent même pas ce que c'est que l'islam, etc. Et ceux qui le disent n'en savent pas davantage, ou à peu près, enfin ça fait rien. Mais il y a plus important. Ce déni relève surtout des thèses tiers-mondistes. Le credo fondamental du tiers-mondiste étant qu'il n'y a pas d'histoire hors de l'histoire de l'Occident. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas leur reconnaître l'islam. Parce que l'histoire, c'est l'histoire de l'Occident. L'Occident, tout conflit, l'histoire de l'Occident est criminelle, mais elle est dominante. Si vous voulez. Tout conflit prend sa source dans l'histoire de l'Occident. L'Occident a inventé les croisades, l'Occident a inventé l'esclavage, l'Occident a inventé le racisme, l'Occident a inventé le capitalisme, il a inventé le pétrole et ses malheurs, il a inventé la dévastation de la nature et ses désastres, vous pouvez allonger la liste autant que vous voudrez. L'essentiel, c'est que l'Occident soit à l'origine, et donc au centre de la scène. C'est ça le problème décisif. Lui seul
agit et le reste du monde ne fait que réagir à ces stimulations qui sont néfastes, bien entendu. Mais si nous sommes coupables de tout, c'est donc que nous sommes maîtres de tout. C'est ça le tiers-mondisme. Le tiers-mondisme, c'est tout dépend de nous. Nous sommes coupables de tout. Donc ça veut dire que tout dépend de nous. Il n'y a que nous sur la scène du monde. Il suffit que nous changions et nous changerons le monde. Tenez, arrêtez de voter pour George Bush et Al-Qaïda va disparaître. Non, mais on rit aujourd'hui, mais écoutez, beaucoup d'Américains ont fait ce raisonnement en 2008. Beaucoup d'Américains ont voté en 2008 ce qu'ils ont voté pour ça. Il suffisait de se renverser, de changer d'opinion, d'avis et de président, et le monde allait changer. Mais non. Et non. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Parce qu'en face du monde, de l'Occident, il y a une réalité. Et c'est ce qui est très difficile à admettre pour l'Occident. C'est que vous avez en face de vous une réalité. Ça n'est pas votre fantasme. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez balayer en disant attendez, je me suis trompé dans la manœuvre. Là. Je refais la manœuvre et hop et voilà, ça y est. Il suffit que je change moi-même, que je me change. Un peu de bouddhisme peut-être. Non, ça ne fera pas disparaître la réalité. C'est ça le problème, c'est qu'il y a désormais des réalités qui ne sont plus, sur lesquelles nous n'avons plus de prise. Cet étrange impérialisme de la culpabilité qu'est donc le tiers-mondisme trouve évidemment son origine dans la décolonisation des années 50 et 60. Vous percevez, il suffit d'y réfléchir une minute à partir du moment où vous avez compris comment ça marche, le tiers-mondisme. C'est bête comme chou. Il suffit d'y réfléchir donc une minute pour comprendre que l'objet du tiers-mondisme, ce à quoi il sert, c'est à perpétuer, au-delà de la fin de la domination politique et coloniale de l'Occident, il sert à perpétuer le monopole de l'histoire que l'Occident a acquis à l'époque impériale et coloniale, il y a environ 2 siècles, en maquillant ce monopole de repentance, bien entendu, mais vous restez au centre du monde. Et c'est justement cela que nous sommes en train de perdre, très probablement. Parce que, encore une fois, le djihadisme et d'autres choses ne sont pas des fantasmes. Ce qui permet de conclure, j'ai pratiquement fini, que ce phénomène qu'on nomme l'islamisme, et qui reconquiert les mots, les références de l'islam, c'est une chose extrêmement frappante pour un arabisant, on m'avait laissé le soin pour le magazine L'Histoire de faire l'étude du communiqué de Daesh ou de l'État islamique après les attentats du Bataclan, parce que il y avait beaucoup d'agitation, comme vous avez peut-être remarqué. Donc il fallait de toute urgence savoir ce que c'était que ce communiqué, etc. Donc je me suis plongé dans l'arabe du communiqué de Daesh, moi qui ne plonge jamais dans cet arabe moderne, et j'ai été agréablement surpris. Je veux dire simplement du point de vue de l'arabe, car cet arabe, il était parfaitement médiéval. Pas un mot dans ce communiqué qui n'aurait pu paraître dans un texte du XIIe siècle, dans un texte de la contre-croisade de Saladin. Les mots sont visiblement archaïques. Et celui qui les a écrits, quelque part en Syrie, parce que ce ne sont pas les gens qui ont fait les attentats qui ont écrit ce texte, ça c'est évident, celui qui a écrit ce texte quelque part en Syrie, c'est son arabe, si j'ose dire, c'est son arabe médiéval. Il est capable, en tout cas, de parler par formule, comme probablement le faisaient la plupart des intellectuels du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils avaient un certain nombre de formules latines, si j'ose dire, à leur disposition pour faire des phrases, c'est à peu près ça, sauf les noms des lieux, bien sûr, le Bataclan, le Stade de France, etc., et sauf les noms des armes, il n'y avait pas un terme que je ne connaissais pas, qui m'aurait posé des problèmes de traduction particuliers, majeurs, parce que je ne lis pas la presse arabe contemporaine, ça m'intéresse pas, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un vocabulaire que je ne connais pas. Mais il n'était pas là.
Ils étaient comme moi rigoureusement médiévistes. Et donc une des caractéristiques de ce monde djihadiste, c'est qu'il reconquiert justement le vocabulaire du Moyen-Âge islamique, c'est-à-dire un vocabulaire qu'ils considèrent comme véritablement islamique. Ils expulsent de leur arabe, j'imagine de leur persan, de leur turc, le cas échéant, tout ce qui relève de l'Occident. Hein, tous les mots qui relèvent de l'Occident. Et en particulier tous les mots qui relèvent du tiers-mondisme, justement. Il n'y a aucune chance dans un texte de Daesh de trouver le mot révolution, de trouver le mot nation, sauf Umma al-Islamiyya, hein, bien sûr, hein, mais la nation, je ne sais pas, syrienne, aucune chance, hein, bien entendu, ça va de soi. Même pas la nation arabe. Hein, Umma al-Arabiyya est complètement bannie. Hein. Les mots république, on dit désormais émirat, califat, dans le cas de, évidemment, ça va de soi, etc. Hein, je veux dire que tous les mots de la langue politique contemporaine sont peu à peu remplacés. Alors il en reste quelques-uns par bafouillis, hein, si j'ose dire, par bégaiement, mais peu à peu, vous les poussez dehors. Hein. Les mots qui sont venus des 2 siècles, des 2 derniers siècles de l'histoire politique de l'Occident en particulier, hein, vous poussez tout ça dehors, hein, petit à petit. Et vous reconquérez les mots de l'islam. Donc si, en fait, si vous examinez, si vous considérez que, si vous rapprochez la première révolution islamiste en 79 du retour de Deng Xiaoping au pouvoir en Chine et les premières réformes économiques en 78, vous tombez, ce qui est satisfaisant pour l'historien, sur ces dates 78-79, qui marquent le vrai début, probablement, de la déprise, du recul de l'Occident, de l'emprise de l'Occident sur le monde, hein, vis-à-vis de la Chine et de ses succès économiques, vis-à-vis de l'islam et de son agressivité culturelle, disons, hein, de sa reconquête culturelle et politique. Ce qui ne veut pas dire évidemment que ce soit le même message, hein. Ça va de soi. La Chine ne s'en prend pas à la structure impériale, ne s'en prend pas à la structure pacifiante du monde, hein. C'est un bon géant, un peu lourd, un peu gros, un peu lourdeau, mais elle va probablement devenir le centre de cette structure mondiale, ou bien elle cédera ce même rang à l'Inde, mais c'est à peu près pareil, hein. Ce ne sont pas des pays, des civilisations, des cultures qui entendent renverser totalement l'ensemble de nos valeurs ou de nos façons de vivre. En revanche, l'islam, lui, le djihadisme plus exactement, le salafisme, est beaucoup plus brutal. Il nie l'existence de l'empire, ça c'est sûr. Il nie l'existence de valeurs universelles. Il rétablit, et il le fait exprès évidemment, les valeurs les plus qui nous sont les plus odieuses, c'est-à-dire la polygamie, l'esclavage, hein, chez Boko Haram et aussi chez Daesh, l'éradication de l'homosexualité par la mort, hein, par la mise à mort. Il ne nous promet pas un déclin tranquille comme la Chine ou l'Inde qui nous promettent de nous garder au musée, hein, voilà, une existence honorée d'anciens centres du monde. Ils viendront visiter nos musées, justement, le Louvre, bon, mais il nous promet une conquête brutale, il nous promet un bouleversement identitaire, et c'est curieusement peut-être ce qui peut le mieux bouleverser ou secouer notre torpeur un peu rassurante, il faut bien dire, hein, parce qu'effectivement, par ailleurs, le monde vivons un monde sédentarisé, c'est-à-dire un monde de plus en plus pacifique. Hein, qui est-ce qui me le disait encore tout à l'heure? Oui, un vieux prof d'histoire de Paris, enfin peu importe, hein, mais tous ceux qui ont notre âge et qui se sont intéressés à l'histoire considèrent à juste titre que, au total, nous vivons un monde plus pacifique que celui que nous avons jamais vécu, probablement, que celui que même des années 50, 60, voilà. C'est vrai, pour nous, pour l'immense majorité. Mais il y a quelques cercles de confins autour qui sont effectivement d'autant plus virulents. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Le débat est ouvert, c'est peut-être Laurent qui va l'animer. Bon.
Si tu peux venir ici, Laurent. Comme Christophe est accaparé, que Raoul est malade, voilà. Je t'en prie. Alors, oui, comme j'ai consacré un article petit à votre livre, et avec beaucoup d'approbation et quelques critiques. Oui, il en faut, heureusement, oui. Je voudrais rester sur ce que vous avez dit à la fin de votre exposé, sur le fait que le djihadisme vit dans ce que vous appelez une histoire sacralisée. Oui. Je crois que c'est votre expression. Oui. C'est effectivement ce que les spécialistes de la lutte anti-djihad constatent. Oui. Quand j'étais à Niamey l'autre jour, j'ai assisté à une discussion extrêmement savante entre des policiers et des diplomates pour essayer de voir à quelle référence historique faisait allusion, comment les djihadistes avaient choisi l'attaque de Mumbai, par exemple, qui a été une des très grandes attaques qui fait école et qui nous menace, d'ailleurs, ce type d'attaque nous menace. Et alors justement, le débat était de savoir quelle date. Eh bien, c'était des dates dans l'histoire ancienne. Ils essayaient de retrouver, ils ne savaient pas exactement. Et c'est toujours dans l'histoire médiévale, hors de l'histoire, en général, hors de l'histoire coloniale, comme vous le dites très bien. Donc là, il y a cette volonté de retourner à l'origine. Et l'idée de califat, c'est ça, effectivement. Et encore plus impressionnant, la deuxième partie de la discussion, c'était de savoir s'il y aurait des attaques sur les écoles en France. Et là, ce sont pas des fous, ce ne sont pas des excités. Ce sont des gens qui tuent à partir du moment où ils ont eu l'autorisation d'un juriste consulte. Et alors il citait le fait que dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer les vieillards. Mais le problème s'est posé, il fallait à un moment tuer, je ne sais pas qui, dommagé. Et un jurisconsulte a trouvé que Mahomet, effectivement, avait fait exécuter un pauvre homme de 100 ans, âgé de 100 ans. Bon, dans ce cas-là, on peut tuer. Et alors, la discussion portait sur le fait que, manifestement, ils n'avaient pas trouvé de jurisconsulte leur permettant de tuer des enfants, ce qui, en islam, est un crime absolu. Voilà. Et elle a dit, oui, mais peut-être qu'ils vont trouver un type, un peu comme ça, qui va dire, ouais, allez-y, le prophète lui-même, dans des circonstances qu'on a complètement oubliées, avait autorisé un jour de tuer un enfant. Voilà. Donc, ils sont effectivement dans l'histoire des débuts de l'islam, et ils sont dans le droit islamique. Ils ne font pas les choses n'importe comment. Alors on a l'impression justement que les actes sont faits n'importe comment, par n'importe qui, etc. Pas du tout. C'est extrêmement rationnel et complètement situé justement dans une certaine tradition de l'islam. C'est très impressionnant. Et en même temps, il y a toute la modernité. Oui, bien sûr. Quand on voit les films tournés par Daesh, par exemple, ce sont des films atroces, d'exécution, etc., ou d'attaque de tel poste, mais ce sont des films qui sont de très grande qualité. Et ce qui est frappant par rapport au nazisme, justement, c'est que les nazis ne tournaient pas de films dans les camps de concentration. Ils ne s'en servaient pas pour leur propagande. Tandis que là, les films d'exécution servent à la propagande de masse, par le biais d'Internet, etc. Et là, il y a quelque chose également qui... Alors là, c'est plus tellement la question des origines de l'islam, il y a quelque chose de saisissant, montrant que cette idée qu'on peut, par la cruauté, et une cruauté très bien filmée, qui ressemble d'ailleurs à la cruauté des films qu'on voit comme ça au cinéma, on peut attirer un certain nombre de militants qui s'engageront dans le même système de cruauté.
Tout à fait. Alors bon, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de cet islam djihadiste contemporain, même si j'essaye d'en retracer les grandes lignes à travers, comme vous l'avez remarqué, mais il y a un Syrien qui a écrit il y a une dizaine d'années un livre sur justement le poids et l'intérêt de l'extrême cruauté. Je me souviens plus de son nom, mais vous allez le retrouver certainement. C'est Nabil, un chercheur du nom de Nabil Mouline, qui est d'origine marocaine, qui a essayé de le mettre en valeur bon, alors, c'est certainement pas un livre qui fait l'essentiel, mais vous avez tout à fait raison, l'importance du droit fait que on préférera se référer à un livre d'un jurisconsulte plutôt que à l'action qui a sans doute tout autant compté au moins dans cette radicalisation extrême d'un homme comme Zarqawi, l'homme qui avait dirigé Al-Qaïda en Jordanie, qui a été tué par les Américains en Irak, pardon, excusez-moi, qui était d'origine jordanienne, comme son nom l'indique, il était de Zalqa en Jordanie, qui est l'ancêtre en fait de Daesh, hein, qui a dirigé cette section d'Al-Qaïda qui est devenue par sécession ensuite l'État islamique. C'est-à-dire, on préférera citer en effet un jurisconsulte plutôt qu'un homme d'action. Même si l'homme d'action a eu au moins autant d'influence évidemment dans le cours des choses que le jurisconsulte. Ouais. Non, je suis complètement d'accord. Allez-y. La parole, Bertrand. Expliquez également après l'autre question. Pardon. Il y a un autre point que vous n'avez pas eu le temps de développer, qui est très intéressant dans votre livre, c'est la disjonction entre le politique et le religieux dans l'Empire. Oui. Ah oui. Vous dites très bien que, par exemple, les Ottomans, ils font la disjonction, ils contrôlent le pouvoir politique, contrôlent complètement le religieux. Voilà. Et que justement, quand cette disjonction ne se fait pas, quand au contraire, le groupe violent adhère à une idéologie religieuse, là nous avons effectivement une violence complètement radicale. Oui. Et c'est le cas de Daesh. Mais vous dites que le pouvoir impérial lui-même, en islam, est un pouvoir qui justement fait très attention à ne pas faire cette jonction explosive. Tout à fait. Et je crois que on le voit avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Oui. Qui est, je lisais le livre de Chesnou et Malbruno là sur nos amis les émirs, et on voit très bien que c'est un véritable État islamique, l'Arabie Saoudite. Mais justement, tout le côté violent, etc., c'est pour l'extérieur. Oui. Ils ont financé, maintenant ils font attention parce que ça leur retombe dessus, mais ils ont financé des tas de groupes djihadistes, etc. Mais c'était à l'extérieur du pays, et que justement, pour qu'on ne vienne pas mettre en cause le pouvoir de cette famille royale à l'intérieur du pays, et il y a une négociation avec les oulémas pour que les choses se passent bien, c'est-à-dire rigorisme religieux total pour la population, et puis exportation de la violence dans les pays d'à côté ou encore plus loin vers l'Europe. Absolument. C'est une espèce de djihad intellectuel en somme, hein. C'est de djihad culturel. Enfin, l'Arabie Saoudite a exporté un islam de version radicale, un peu comme autrefois le djihad s'étendait, hein, mais effectivement au cœur du territoire de l'Empire règne la paix. Voilà, hein, l'Empire est pacifiant, y compris le régime saoudien, hein, c'est hors de doute. Parce que justement c'est l'argent qui compte. Enfin, je veux dire, c'est la ressource la collecte de la ressource qui compte, hein, en l'occurrence. C'est pour ça que l'Empire ottoman est dans cette même, vous l'avez très bien dit, hein, dans cette même vision des choses. D'une manière générale,
l'État a été, dans l'islam, c'est ce que je dis effectivement à la fin du livre, a été ce qui a réprimé ou contenu ce que la religion comporte précisément de potentiellement violent. Il faut penser à peu près dans les termes inverses de ceux dans lesquels nous pensons. Nous pensons l'État comme quelque chose capable de violence et la religion comme quelque chose de plutôt apaisant, sauf quelques exceptions, comme vous savez. Bon, enfin, dans l'ensemble apaisant. L'islam, c'est plutôt le contraire. Hein. La violence, s'il faut la chercher quelque part dans la société et dans le dogme. Et donc, le but de l'État, qui est la paix, justement, le but de l'État, c'est de contenir cette violence religieuse sans que le dogme puisse être écarté, évidemment, ça va de soi. Monsieur, la religion depuis toujours contient la violence. En bon lecteur de René Girard, l'humanité s'est développée par la religion et par des rites sacrificiels qui ont permis de contenir, au sens de la foi de contenu et de l'unité en importance, la violence. Il n'y a pas de civilisation humaine sans religion et sans rite sacrificiel. Ah oui, mais un rite sacrificiel, ça ne veut pas dire une violence exportée. Je veux dire, Girard dit le contraire, évidemment. C'est-à-dire que le christianisme surmonte une fois pour toutes, dit-il, surmonte une fois pour toutes. On ne peut pas faire l'abstraction de cette évolution de la pensée, et en particulier du christianisme, qui est effectivement. Oui, mais l'islam ne fait pas du tout ce même parcours. Non, mais nous sommes dans le même monde. Non. 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 Vous n'êtes pas dans le même monde. Bertrand vient de vous le dire. C'est-à-dire que la violence est autorisée parce que Mohammed l'a autorisée. C'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Coran je ne sais quel verset qui autorise, qui n'autorise pas. C'est pas la peine. Hein, vous avez l'exemple de Mohammed. Hein, parce que la sira, c'est-à-dire la vie de Mohammed, fait... Nous savons que c'est injuste. La façon Comment dont ça vous l'écrivez, bien que c'est... Vous plaisantez. Quoi? Vous voulez dire que la vie de Mohammed est injuste. Pour avoir dit à peu près la même chose, le maire de Jakarta est en train de passer en procès, il risque la peine de mort, hein, je vous signale. Vous dites que la vie de Mohammed est injuste. Non, mais vous ne passeriez pas dans un pays musulman, hein. Ce que vous exprimez là, oui. c'est une forme d'injustice, puisque... Comment ça? Mais vous dites, monsieur un tel a dit qu'il fallait tuer, donc... Oui, mais c'est pas un tel, c'est Dieu. Enfin, le prophète. Le prophète, c'est pas... Non, mais... Et oui, mais le prophète n'est pas séparable de Dieu. C'est pas possible. Nous avons atteint un certain niveau d'effectivité qui vous permet de dire... Ah bah vous, oui, mais c'est pas... Eux, non. Eux, non. Eux disent, vous avez rien dans le ventre. Pour tout dire. C'est ça qu'ils disent. C'est la morale des esclaves que dénonce Nietzsche. Oui, effectivement. Dans ce cas-là, on va pas pour ça. Oui, mais on va pas pour ça en revenir. Quelle est la solution? Ah non, mais moi je n'en suis pas aux solutions. Hein. Je veux dire, je vous dis ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, je veux dire, ne vous faites pas la moindre illusion. Vous n'allez pas leur dire ah oui mais toutes les religions sont pareilles. Ils vous répondront non. Hein. De toute façon, c'est non. C'est non. C'est absolument non. C'est justement pour ça que l'islam est restauré selon eux, ou doit être restauré. Il est restauré dans ses formes véritables, primitives et véritables. Non, vous êtes au cœur de la question. Vous l'avez bien touché, mais non. Mais non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ils ne vous écouteront pas, de toute façon. Hein. Je veux dire, Écoutez, il faudrait que je vous présente quelques-uns de mes étudiants. Hein. Parce que maintenant, ça touche jusqu'au cours universitaire. J'en ai de moins en moins, parce que vraiment, mon discours les dégoûte. Mais on en est là. Hein. On en est là.
aucune autorité à parler, moi qui suis comment appelait-on le cours d'un de mes collègues musulmans pourtant, hein, un cours de cophrologie. Kofr, c'est les mécréants. Oui. C'était un cours de oui, mais mécréants c'est gentil, hein, oui. Comment vous pourrez traduire en termes violents, hein, un cours de youpinologie, quelque chose comme ça, de négrologie, hein, voilà, c'est quelque chose comme ça. Kafir, c'est quelque chose d'aussi violent que négro ou youpa. Hein. Donc, vous dites d'un musulman, par ailleurs, hein, que il mène des cours il donne des cours de cophrologie, ça veut dire, et c'est lui-même qui me l'a rapporté, bien sûr, ça veut dire que, bon, de toute façon, sa parole n'est pas audible. On en est là. C'est-à-dire que la plupart du temps, nos paroles, de toute façon, ne sont plus audibles. Et que on en est venu à d'autres réalités que la parole, pour tout dire. Bah oui. Jean-Marie, oui, quelques remarques, si vous permettez. Oui, allez-y. Vous avez évoqué la première forme, entre guillemets, de Daesh en Irak, notamment dans la région de l'ouest de l'Irak. Il me semble qu'il y a quand même une petite différence. C'est qu'on a un homme qui a été éliminé, essentiellement et ses groupes, par les sunnites locaux eux-mêmes, oui. Alors que Daesh est arrivé à s'implanter, et c'est aussi un des éléments de force de ces gens-là. Vous pouvez dire peut-être, je le fais avec la plus grande prudence réserve, le prophète lui-même sait parfaitement s'adapter au terrain quand il mène ses guerres contre ses ennemis. Il y a cette vieille histoire, plus ou moins fantasmée, la fameuse charte de Najran, la liste de Najran, où il fait une sorte d'alliance, de baptisation avec des chrétiens. Tu nous alimentes en citoyen et c'est nous qui menons la guerre. On trouve la paix et tu donnes de quoi manger. Donc il y avait quand même eu cet échec, hein, cette violence. Les Américains avaient très bien joué sur ce coup-là. Ils avaient contre les djihadistes, ça avait marché remarquablement. Cette fois-ci, ça ne marche pas autant qu'ils le souhaiteraient. On le voit bien même à Mossoul. Là, pour l'instant, il y a une résistance que nous n'avons pas. Tout à fait. On pensait que c'était tout à fait. Mais je vois que vous êtes très, très au point, là. Hein, Ici aussi, effectivement, la spécificité du pouvoir ottoman, il y a quelque chose, me semble. En général, du pouvoir musulman, d'ailleurs. Je soumets à votre approbation contre la critique. Il y a quand même quelque chose de frappant. Aucun empereur ottoman ne va à la Mecque. Oui, c'est ça. Oui. D'abord chargé de faire triompher une religion, a priori. Aucun sultan mamelouk non plus. Hein, c'est déjà, hein, je veux dire, c'est avant même, oui. Donc il y a cet élément. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, chez Daesh, je vous dis, l'attaque du centre, l'attaque de l'Occident? Oui. Est-ce que c'est simplement l'attaque de l'Occident? Quand on regarde, pardonnez-moi cette brutalité mortelle, en termes de mort, c'est pas nécessairement l'Europe qui frappe plus. Ils n'hésitent pas à frapper leurs coreligionnaires, soit qu'ils les considèrent comme, je dirais, ce que nous appelons de manière aussi délicieuse, des victimes collatérales, comme sont des innocents, ils iront au paradis, Dieu les accueillera puisqu'ils sont pour rien, ou bien ce sont effectivement les mécréants. Donc il y a aussi, je crois là, une guerre, vous pourrez appeler, le mot n'est pas pertinent, pardonnez-moi, j'ai pas le meilleur, c'est d'abord une guerre civile. Une guerre civile entre différents courants de l'islam. L'islam est pluraliste, et là, vous avez une branche qui dit qu'il ne le sera plus. Tout à fait. Ce qui est quand même, me semble pas me semble une forme de rébellion, même par rapport presque au début de l'islam, par rapport au moment où, quand même, on voit une sorte de pluralisme. Je sais ce qu'un pluralisme, très vite entre doctrines. Et là, on dit non. Il n'y aura plus de. Et il me semble qu'il y a peut-être là un élément aussi, qui est aussi important, et peut-être aussi important que la lutte contre cet Occident. Et juste une dernière petite remarque, si je puis me permettre. Quand on parle de l'Occident et de son poids, de sa domination pendant 2 siècles, ce qui est frappant, même s'il faut peut-être élargir vers la fin, c'est que cet Occident en question,
si on y réfléchit bien, me semble-t-il, je me soumets à votre approbation, c'est très peu de monde. C'est la France, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre, puis le Royaume-Uni, c'est les Provinces-Unies, puis au XIXe siècle, un peu la Belgique, parce que la Belgique existe en 1830, et c'est en tout premier, parce qu'ils ont quand même été, il ne faut pas l'expliquer, les premiers, l'Espagne et le Portugal. Pardonnez-moi cela, la Pologne ou les Tchèques n'ont jamais exporté, pardon, je ne vais pas être péjoratif, mais n'ont jamais exporté quoi que ce soit, ni en Australie, ni en Inde, ni en Chine, et c'est pas une critique. Il me semble que c'est oui, des gens, oui. Mais des gens, c'est déjà pas mal, c'est déjà même beaucoup. Mais en termes de puissance politique, je ne vais pas même théorique, c'est finalement la façade atlantique de l'Europe. Oui, tout à fait. Les États-Unis, par conséquent, vous pouvez quand même ajouter la Russie. Peut-être, oui, bon, c'est pas. Mais alors, sur l'islam, j'approuve tout à fait, d'autant que vous allez dans le même sens que moi, c'est-à-dire que de ce que nous disions à la fin, c'est-à-dire que la reconquête des mots de l'islam par l'État islamique, par le djihadisme, par le salafisme, ressuscite aussi, bien entendu, les conflits de l'islam. C'est-à-dire qu'en effet, nous devenons, et c'est la grande crise du tiers-mondisme, nous devenons de moins en moins centraux dans l'histoire de ce djihadisme, qui est dont l'une des cibles principales, vous l'avez bien dit, vous l'aviez en tête peut-être, certainement, c'est aujourd'hui le chiisme, bien sûr, c'est-à-dire que, en effet, parler de guerre civile à l'intérieur de l'islam, mais vous avez tout à fait raison, l'Occident est de moins en moins la cible. Naturellement, au fur et à mesure que l'islam reconquiert ses frontières, ses mots, ses pratiques, il se renferme, il se referme en empire lui-même. C'est-à-dire qu'il se referme en bulle, effectivement, donc que nous n'intéressons que marginalement. Marginalement, parce qu'il y a des musulmans en France, par exemple. Le communiqué de Daesh expliquait les attentats du Bataclan par le fait que les Français caricaturaient le prophète, qu'ils combattaient l'islam, mais par combattre l'islam, il entendait l'imposition de la laïcité et le voile, oui, c'est ça. Je veux dire que le troisième point, c'était qu'il bombardait tout de même le territoire du califat, voilà. Mais finalement, il s'agit de reproches, si j'ose dire, marginaux. Je veux dire que on leur fout un coup parce que ils exagèrent ces koufars et que pour qui ils se prennent, et puis en plus ils ont rien dans le ventre, comme chacun le sait. Bon, mais l'essentiel est ailleurs, bien entendu. L'essentiel c'est d'écraser les Kurdes, parce que l'islam aime le sang kurde. Étrangement, je veux dire, bon, les pauvres non, justement les Kurdes ne sont pas pauvres du tout, mais ils sont capables de se défendre. Mais cette espèce d'obsession qu'a eu Daesh et qui lui a coûté si cher dans les 2 dernières années d'écraser le PKK ou l'IPK, etc., l'IPD, pardon, de Syrie, c'est Kobané, c'est la bataille de Kobané. Ça lui a coûté, mais ça lui a coûté. C'est une obsession qui leur a quand même été soufflée par les Turcs. Oui, c'est possible, mais il n'empêche qu'ils l'ont adopté. Ils ont mis dans cette bataille de Kobané des ressources et surtout un prestige qu'ils ont perdu avec la défaite de Kobané. C'est leur première défaite depuis 2014. C'est la première. C'était alors, tout le monde était persuadé qu'ils allaient d'ailleurs emporter la ville. Ils ne l'ont pas emporté. Et le deuxième point, très khaldounien, pour répondre, c'est que a priori la constitution, alors pour parler en termes tout à fait khaldouniens, la constitution d'un État est le premier signe du déclin. Je veux dire que c'est le premier signe de l'affaiblissement de ce que Ibn Khaldoun appelle la Asabiyya, c'est-à-dire de cette coalition conquérante de tribus en déséquilibre conquérant. L'État est le premier signe de la pacification.
L'État est toujours une pacification. Et donc, ça va tout à fait dans le sens que vous disiez aussi, c'est-à-dire que il est possible que, enfin, Ibn Khaldoun vous dirait, à 100 ans de distance, mais est-ce qu'on a le temps d'attendre 100 ans? À 100 ans de distance, vous en faites pas, cet État islamique, il disparaîtra comme les autres, puisque toute forme étatique trouve en elle sa propre extinction. Dirait Ibn Khaldoun. Bon, c'était au passage, mais je crois qu'effectivement vous aviez tout à fait raison sur l'essentiel. Oui, je vous ai... Oui, je voulais poser deux questions. Est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure l'islam? Alors c'est un débat grand public. L'islam était quelque chose de modéré, une religion de dévoilée. Voilà. Et vous avez dit, non, l'islam est violent par essence. D'autre part, est-ce qu'il y a cet aspect sunnite qu'ont 5 piliers de l'islam et chiite qu'ont le djihad en plus comme 6e? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Et sinon, je voulais demander également quand rentre en jeu et comment rentre en jeu l'aspect suicidaire des attentats. C'est-à-dire qu'on avait dit justement le 11 septembre, c'est imparable, l'avion qui se jette dans la tour, on n'a pas fait ça avant. Alors l'aspect suicidaire, il y a quelques exemples dans l'histoire de l'islam, oui bien sûr, le principal étant la fameuse secte des assassins, bien sûr, au 12e, 13e siècle. Mais le point décisif, c'est sunnite, chiite, à vrai dire que le sunnisme est plus violent que le chiisme, ou le chiisme plus violent que le sunnisme n'a sans doute pas de sens. Le point décisif, c'est que les chiites sont 200 millions et les sunnites 1,4 milliard. C'est-à-dire que ils sont à peu près 7 fois plus nombreux que les chiites, et donc les chiites sont acculés aujourd'hui. Très curieusement, la révolution iranienne, qui a été la première à se proclamer islamique, et d'où on fait partie en général le phénomène islamiste, est aujourd'hui totalement acculée par la contre-révolution, dans tous les sens du terme d'ailleurs, sunnite, jusqu'au terme de république islamique, qui répugne profondément au djihadisme et au salafisme sunnite. Je veux dire, république, déjà le seul fait de vous appeler république, c'est une horreur. Vous vous appelez pas république quand vous êtes un bon musulman. C'est bien la preuve que les Iraniens, en outre leurs alliances sont claires, aujourd'hui elles le sont particulièrement en Syrie, mais déjà dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Iran, par répugnance envers l'Azerbaïdjan, pourtant chiite, mais dont l'Iran craignait que son indépendance n'entraîne celle de l'Azerbaïdjan iranien, c'est-à-dire environ 20%, presque 20% de la population d'Iran. L'Iran a pris parti pour l'Arménie, c'est-à-dire pour des chrétiens. Alors c'était presque dissimulé à l'époque, dans les années 90. Aujourd'hui, ça devient ouvert. C'est un des traits fondamentaux de la politique islamique des 10 ou 20 dernières années, c'est que l'Iran prend désormais ouvertement le parti de ses ennemis islamistes, au besoin en établissant des alliances avec des pays non musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui avec la Russie, c'est évident. Je veux dire, d'ailleurs, ça marche magnifiquement. Vous avez une alliance russo-iranienne avec les milices, les fameuses milices irakiennes en particulier, qui sont assez sauvages, qui sont en train de reconquérir Alep à grands coups de couteau ou de Kalachnikov, et des milices chiites afghanes, cette minorité qu'on appelle les Hazaras, qui marche très bien. Et c'est un point qui n'a rien d'évident, c'est-à-dire l'alliance entre un pays non musulman et un pays musulman, et un groupe musulman, parce qu'en l'occurrence, l'Iran représente 200 millions de chiites, c'est pas seulement l'Iran, c'est 200 millions de chiites, enfin 130 par les Iraniens, qui se blottissent à l'abri du grand frère iranien, et le grand frère iranien, il a contracté alliance avec ce qu'il y a de moins scandaleux en Occident, à ses yeux en tout cas, c'est-à-dire la Russie. Et ensemble, ils font très bien. Ils font très bien à Alep, j'entends.
c'est pas moral, hein, je parle d'efficacité, et en effet, ils font beaucoup mieux qu'à Mossoul. Hein. Ils font beaucoup mieux que les Américains à Mossoul. Avec, curieusement, presque les mêmes forces. Hein, c'est-à-dire les mêmes milices chiites irakiennes qui sont décisives, mais que les Américains tiennent à l'écart parce que elles sont sauvages, justement, hein, et que les Russes et les Iraniens ne tiennent pas à l'écart à Alep, ce qui permet de bénéficier précisément de leur bellicosité, de leur tranchant dans tous les sens du terme. Hein. Voilà. Oui. Oui, mais de manière bien moins savante que le fond de la salle, je vous demanderais s'il y a quelque chose, sans doute malgré tout, s'il y a quelque chose qui fédère, je dirais, la violence djihadiste. Parce que vous voyez une surenchère en réalité entre groupes qui pratiquent le djihadisme, que ce soit Daesh, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit Al-Nusra, que ce soit Boko Haram. Par parenthèse, j'aimerais avoir un peu une explication sur les origines de Boko Haram qui demeurent incertaines et qu'on connaît mal ici. Alors ça c'est une chose, parce que nous voyons finalement, quand c'est à Bamako, quand c'est à Bamako c'est Al-Qaïda, et c'est une surenchère par rapport à Daesh, donc il ne me semble pas qui édicte finalement, qui est conforme à la parole du prophète, en pratiquant le djihad. Alors, une toute petite incidente en ce qui concerne ce que vous disiez tous les deux, d'ailleurs, à propos de Kobané, nous étions justement avec les chefs, les dirigeants du DIP, du parti kurde de Syrie, l'autre jour, il y a 2 jours, ici à Paris. Il y a eu des attentats, effectivement, de Daesh en Turquie, mais étaient-ce véritablement des attentats de Daesh? Car c'est des attentats qu'on a attribués à Daesh, mais qui n'ont jamais été revendiqués par Daesh. Daesh a généralement la coutume de revendiquer ses attentats. Donc là, il y a, disons, une incertitude, et je n'affirme rien, car je n'ai évidemment pas les données pour le dire, mais certains pensent que ça peut être aussi des gens qui sont manipulés par les services secrets turcs, par le mythe. C'est un point d'interrogation. Voilà, mais la question c'était surtout, quel est finalement, qu'est-ce qui pourrait fédérer, je dirais, le djihadisme, qui est un peu écartelé et tout aussi meurtrier d'une part et d'autre? Je crois que la réponse que peut faire le non-spécialiste de l'ensemble des mouvements contemporains, dont chacun réclamerait une analyse particulière, c'est que normalement, une formation politique musulmane, aux yeux des djihadistes et de leur interprétation de l'islam, bien entendu, hein, doit être en guerre constante. Hein, le djihad est une obligation. Alors, c'est une obligation collective de la communauté, c'est ce qu'on appelle en droit musulman fard kifaya, c'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas obligés de partir au djihad, ce n'est pas une obligation personnelle, comme la 5e étant le hajj, vous savez, le pèlerinage. Bon, les 5 obligations personnelles, c'est la shahada, la prière, le jeûne, la zakat, le paiement de l'impôt, hein, et le pèlerinage. Donc c'est la première obligation collective, c'est-à-dire après ces 5 obligations-là, puisqu'il y a une hiérarchie, hein, elle est donnée, cette hiérarchie, dans le sens que je viens de vous dire, après ces 5 obligations personnelles qui relèvent de chaque croyant, il y a la première obligation collective qui ne relève pas du croyant, mais de la communauté dans son ensemble, c'est le djihad, et le djihad est accompli à partir du moment où il y a le nombre d'hommes, hein, d'où le nom de fard kifaya, obligation à suffisance. Hein. Quand il y a le nombre d'hommes suffisant pour faire le djihad, on ferme les listes, et si vous arrivez trop tard, on vous dit « Ah non, ils sont déjà partis, c'est terminé, ça va, vous pouvez rentrer chez vous ». Voilà. Mais c'est une obligation que l'État, on dit la communauté, mais l'État islamique, hein, a. C'est-à-dire que le propos des djihadistes et même des salafistes, hein, c'est là qu'on va venir à votre question turque, hein, de toute façon, c'est de dire mais nous sommes un État musulman ou non?
si nous sommes un État musulman, nous devons être en situation de guerre légale contre tout ce qui n'est pas musulman, c'est-à-dire les 4/5 de la population mondiale, hein, je vous signale, sans compter l'élimination évidemment des traîtres, des abrutis, etc., c'est-à-dire des chiites, des machins, etc. Bon, mais voilà, c'est ça, le djihad, il est d'une biblique et simplissime. C'est pas la peine, encore une fois, de se casser la tête sur je ne sais quel verset du Coran. Vous prenez n'importe quel manuel médiéval et ça vous est dit parce que les hommes de religion ont continué à mouliner les mêmes vérités pendant des siècles et des siècles, même si l'État ne les appliquait pas. Alors, tout le problème pour ces hommes de religion qui avaient le droit de continuer à consigner dans leurs livres ces saintes imprécations, c'est que dès qu'ils essayaient de faire de ces saintes imprécations une réalité, ils se faisaient taper sur la tête. Parce que l'État n'avait pas l'intention de faire le djihad au-delà de ce qui était absolument nécessaire légalement, c'est-à-dire pour Soliman le Magnifique, faire 100 km à l'intérieur du territoire hongrois et puis vite revenir parce que malheureusement la saison avançait et on allait s'embourber si on ne revenait pas rapidement vers Belgrade, enfin, c'est-à-dire vers des terres amies, enfin des terres de l'Empire. Donc voilà, c'est la seule. Mais dès lors qu'il n'y a plus d'État, et c'est effectivement un des problèmes d'aujourd'hui, dès lors qu'il n'y a plus d'État capable de s'imposer comme pouvait le faire celui du divin empereur à ces hommes de religion, l'obligation et le dogme retrouvent toute leur importance, hein, bien entendu. Alors, ce que vous dites sur la Turquie est... on va dire probable. On va dire probable. Et ce qui est intéressant... Oui, c'est moi qui l'ai dit, hein, comme ça.